Le mari a identifié la riche épouse à la morgue. Et une minute plus tard, un clochard fit irruption dans la salle et arrêta l'assistance d'une phrase. Daniel manœuvrait habilement à travers la ville, essayant d'éviter les embouteillages. Ses mains tremblent, ses nerfs sont à vif, et une voix masculine retentit dans le haut-parleur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas Christina. Il répond à l'appel. Je comprends votre choc, monsieur Curtis, mais c'est pour cela que nous vous attendons pour l'identification. Nous devons nous assurer que la femme sur notre table est bien votre épouse, Christina Curtis. Elle est si jeune. Elle n'a que 31 ans. Nous voulions tellement des enfants. Daniel se lamente. Sa voiture de sport hors de prix se faufile aisément entre les voitures. Il n'avait qu'un an de plus que sa femme, mais possédait déjà sa propre entreprise et réalisait d'importants bénéfices. La famille ne manquait de rien et était respectée dans la ville et au-delà. Christina se plaignait depuis longtemps de douleurs à la poitrine. Nous n'y avons pas prêté attention, explique Daniel. L'interlocuteur inattendu l'écoute calmement, habitué au comportement et au chagrin des gens. Elle travaillait beaucoup. Toute l'entreprise dépendait de nous deux. Il n'est pas étonnant que... Je n'arrive pas à y croire. Sa voix était complètement brisée. Je refuse d'avance toute analyse et autopsie. C'est absolument inutile. Christina a déjà assez souffert. Laissez reposer son corps. À la morgue, Daniel a rencontré le pathologiste Paul Fischer. Nous avons parlé au téléphone. Il a touché légèrement l'épaule de l'époux de Christina, le visage endeuillé. Venez ici, s'il vous plaît. Daniel est entré dans une pièce très éclairée, dont les murs sont recouverts de carreaux verts. Un corps est allongé sur un brancard sous un drap. Une mèche ondulée pendante fait sangloter Daniel. Mon Dieu! Il s'efforce de retenir ses larmes tandis que Monsieur Fischer retire le drap du visage de Christina. C'est ma fille. Sauf mes condoléances, dit Paul pour la 3e fois au cours de la garde. Il avait vu beaucoup de choses au travail, mais il était toujours difficile d'être témoin des émotions des proches d'une personne décédée. Le visage de Daniel montrait clairement à quel point il était brisé, mais il se retenait malgré tout, ne laissant pas les larmes couler. Il toucha doucement le visage inanimé. Le corps de Christina n'a pas encore refroidi. Elle était encore en vie il y a une demi-heure, dit-il d'une voix rauque. Pourquoi n'ai-je pas su que je lui avais parlé pour la dernière fois dans la matinée? Quelques minutes plus tard, Daniel sortit dans le couloir et changea d'expression. Il s'adressa calmement au préposé. Les gars, j'ai un travail pour vous. Le prix ne vous choquera pas. Nous devons organiser les funérailles le plus tôt possible, et toute agitation supplémentaire avec les tests et l'autopsie ne fera que tout retarder. Dépêchez-vous de libérer le corps, préparez tout, dit Daniel en remettant quelques billets à des employés enthousiastes. C'est entre nous. Bien sûr, nous ne le dirons à personne, promet Alex. Lui et son partenaire se livraient souvent à des activités illégales. Après quelques condamnations pour extorsion et hooliganisme, les 2 anciens détenus ont réussi à se faire embaucher comme préposés à la morgue. Je compte sur vous. Daniel est satisfait de la façon dont tout a été organisé, mais il ne se précipite pas pour partir au bureau. Il devait encore informer tous ses proches et connaissances du décès prématuré de sa chère épouse, écouter beaucoup de condoléances et accueillir de nombreux invités. Mais pour l'instant, il devait s'assurer que Monsieur Fischer ne lui causerait pas d'ennui et que Christina n'interférerait plus avec lui. Enfin, il pourrait lui dire adieu pour toujours. À ce moment-là, Alex et Earl se préparent à transporter le corps de Christina au funérarium. C'était une belle femme, encore jeune, dit Earl en regardant le visage de Christina. Et son mari n'a pas l'air d'en souffrir. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de ces riches. D'abord, il tremble devant le corps de sa femme et maintenant il veut se dépêcher de l'enterrer.
Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Le principal, c'est que j'ai été payé et que je n'ai pas besoin de faire grand-chose. Et ne t'habitue pas à ces petits concerts. Ça ne fait que 4 mois qu'on est dehors et je ne reviendrai pas en arrière. D'accord, ne t'en fais pas. Tout ira bien. Il faut juste éviter de tomber sur le pathologiste. Et, Alex, tu perds la boule, c'est ça? Earl rit, mais jette tout de même un coup d'œil à la défunte. Mais pour de vrai, sa peau est douce. Il toucha son épaule exposée et frissonna. D'accord, je ne me suis jamais occupé de cadavres et je ne vais pas commencer maintenant. Alex se croisa. La voix de Monsieur Fischer, qui venait d'arriver, fit sursauter le préposé. Où l'emmenez-vous? Je n'ai pas encore pratiqué l'autopsie. Allez, les gars, ramenez-la ici. Earl et Alex échangent un regard. Ce n'est pas ce dont ils avaient parlé avec Daniel. Son mari refusait donc l'autopsie. Il est pressé d'organiser les funérailles. Il dit que c'est un homme occupé, un homme d'affaires. Paul fronce les sourcils et entre dans le couloir, s'adressant immédiatement à Daniel. Je ne peux pas rendre le corps de votre femme sans avoir fait l'autopsie. Pour signer tous les documents, je dois effectuer les démarches nécessaires. Qu'est-ce qu'ils vont vous donner? La situation est claire pour moi. Christina est morte d'une crise cardiaque. Je suis d'accord et je n'ai pas besoin de confirmation. Je n'ai besoin d'aucun test. Est-ce qu'ils vont ramener ma femme à la vie? S'indigne Daniel. Il a remarqué que Monsieur Fischer était un homme de principe. Il ne se contenterait donc pas de négliger ses obligations professionnelles, de risquer sa réputation, sa carrière. Approchez-vous, demanda Daniel en sortant son portefeuille de sa poche. Cette demande vous satisfait-elle? Il tend à Paul tous les billets restants. Paul haussa les sourcils de surprise, ne s'attendant pas à une telle tournure des événements. Il s'empresse de prendre les billets et de les glisser dans la poche de son pantalon pour qu'il ne se voie pas regardant autour de lui, il se rapproche de Daniel. Eh bien, c'est une autre histoire, dit-il d'un ton amical. Je me ferai un plaisir d'accélérer le processus de remise du corps de votre femme, Monsieur Curtis. Mais je dois procéder à l'autopsie. Très bien, faites votre autopsie, s'emporte le mari de Christina, avant de se calmer. Maintenant, il n'a plus à se soucier du personnel. Il les avait tous soudoyés et il ne pourrait pas le dénoncer à qui que ce soit, sous peine de perdre leur emploi. Si les préposés perdaient un peu, Monsieur Fischer perdrait sa licence s'il provoquait des troubles inutiles. Sans perdre une minute, Paul se met au travail. Les gars, amenez le corps. Nous allons procéder à l'autopsie, ordonna-t-il en regardant Alex et Earl. Quelques secondes seulement séparent Christina de l'irréversible. Ne la touchez pas. Ne touchez pas à cette femme, hurla soudain un fou qui s'était retrouvé à la morgue, sa voix résonnant dans le couloir. Il respirait difficilement et se tenait la poitrine, essayant de reprendre son souffle. Qui est ce fou? Earl le dévisagea. Devant eux se tenait un clochard ordinaire et sale, vêtu de vêtements en lambeaux, assemblés à partir de quelques poubelles. Il était difficile de déterminer l'âge de cet homme à l'allure fatiguée, à la barbe emmêlée et aux sourcils épais. « Et, tu t'es perdu ou quoi ?» Alex s'adresse à lui. « Ou tu as un problème dans la tête ? Sortez d'ici. Ce n'est pas un cirque. C'est ma femme. Ne la touchez pas, appelez la police. » Et Andrew pointa rageusement Daniel du doigt, qui resta figé sur place, tétanisé. Il ne trouvait même pas les mots pour essayer de faire taire l'invité indésirable. Appelez immédiatement. Qu'est-ce que vous attendez, bande d'idiots? C'est quoi tout ce bruit? Monsieur Fischer est entré dans le couloir. Il regarde sévèrement toutes les personnes présentes. On vous a amené Christina. C'est ma femme. Ne la coupez pas, appelez la police. Je vous en supplie.
D'accord, acquiesce Paul en retirant ses gants propres. Il jette un regard hostile à Daniel. S'il avait su pourquoi Daniel lui avait offert de l'argent, il ne l'aurait jamais accepté. Les policiers qui arrivent sur les lieux prennent d'abord Andrew pour un fou. Que avons-nous là? Des divagations d'ivrogne, demande avec lassitude l'officier Derek Evans en le regardant. Je ne suis ni ivre ni fou. Je m'appelle Andrew Floyd, et Christina, qui a été amenée ici ce matin, est ma femme. Ou plutôt, mon ex-femme. Floyd? Celle-là? L'inspecteur Henry allait calmement, essayant de distinguer l'homme d'affaires disparu il y a 5 ans et le vagabond négligé qui se trouve devant lui. Celui-là, acquiesça Andrew. Il tourne alors son regard vers Daniel, qu'Alex et Earl l'ont empêché de s'enfuir avant l'arrivée de la police. C'est l'ancien ami de Daniel. Maintenant, je sais tout de vous. Je connais ta nature infâme. Personne ne s'attendait à ce qu'Andrew se jette sur son ancien ami et lui donne un coup de poing dans la joue. Daniel se heurta au mur et se cogna la tête. Henry et Derek l'attrapèrent par les bras, le maintenant en place. Je te tuerai moi-même pour elle. Ordure. Andrew continuait à se débattre. Tu as entendu ça? T'as entendu? Cria Daniel. C'est une menace directe de violence. Vous êtes tous témoins. La querelle des hommes est interrompue par un grand cri de femme. Tout le monde se précipite dans la salle d'autopsie, où Christina, effrayée, est assise sur le sol et se serre contre elle. Christy. Andrew s'effondra à côté d'elle, la recouvrant de sa veste et la serrant contre lui. Mon amour, je suis là. Je suis de nouveau avec toi. Christina tremblait. Elle était faible et effrayée. Plusieurs paires d'yeux la fixent avec horreur. Daniel est devenu plus pâle que tous les autres. Regarde ça. Si tu n'étais pas venu, il l'aurait déjà enterré. Earl s'exclama, réalisant que M. Fisher avait presque pratiqué une autopsie sur une personne vivante. Très bien, dit Henry en passant en revue les personnes présentes. Docteur, examinez la victime et donnez-lui un sédatif. Et vous, dit-il en désignant Andrew, venez avec moi. J'appelle les gars. Derek lui fait un signe de tête. Je reste ici, je surveille la victime et j'interroge le pathologiste. Sur le chemin du commissariat, Andrew tremble. Il n'arrivait pas à croire ce qui lui était arrivé en quelques heures. Maintenant, sa vie allait changer, tout allait redevenir comme avant. Il espérait encore pouvoir tout récupérer, mais il s'inquiétait surtout du sort de Christina. Il l'aimait tellement, même si cela faisait 5 ans qu'il n'était plus avec elle. Comment serait-elle sans lui? Pouvait-il faire confiance à ce pathologiste? Andrew ne se détend pas, même lorsque l'inspecteur Conley commence à lui parler. On lui a donné une tasse de thé chaud et sucré et on l'a bien traité. Racontez-moi tout, étape par étape, Monsieur Floyd, demanda Henry. Andrew soupira, ferma légèrement les yeux et commença, vous savez qui je suis. Il y a 5 ans, je me rendais à Lakeville pour négocier avec Daniel. Nous nous connaissions depuis l'université. Nous avions étudié l'économie ensemble, nous rêvions de créer notre propre entreprise ensemble et nos philosophies commerciales s'accordaient. Je considérais Daniel comme mon ami. À ces mots, Andrew saisit fermement la poignée de la tasse, réalisant à quel point il s'était trompé. Je le connaissais avant de rencontrer Christina. Nous sortions souvent ensemble. Parfois, Danny nous présentait ses flirts, mais ces relations ne duraient jamais longtemps. Je tiens à souligner que je faisais confiance à Daniel comme à un frère. Je n'ai jamais pensé qu'il pourrait me trahir, et encore moins de cette manière. Notre rencontre avec des partenaires potentiels à Lakeville promettait une collaboration lucrative. Danny et moi anticipions déjà un énorme bénéfice et étions aux anges. À l'époque, tous les journaux nous encensaient, nous étions jeunes et ambitieux. Nous étions un exemple à suivre pour les jeunes.
Tout le monde rêvait d'un succès aussi rapide. La croissance de notre entreprise était étonnamment rapide. Au début, nous ne pouvions même pas imaginer que dans quelques années, nous pourrions acheter notre propre maison. Andrew se racle alors la gorge. Il y a environ 3 heures de route jusqu'à Lackville, mais avant le voyage, j'ai pris un repas copieux, et Daniel insistait pour que nous nous arrêtions en chemin pour prendre une collation dans un restaurant. Je n'ai pas refusé, et je n'ai même pas soupçonné quoi que ce soit lorsque le soi-disant meilleur restaurant d'Oak Bay s'est avéré n'être qu'un restaurant, avec quelques racailles qui traînaient à proximité. Ils nous ont pris pour cible dès que nous sommes sortis de la voiture. Danny n'a jamais reculé et pouvait s'abaisser à n'importe quel niveau pour prouver sa supériorité. Je n'ai même pas remarqué que je me suis retrouvé au milieu d'une bagarre. Mais ils n'ont fait que me battre. Sur le moment, je n'ai pas réalisé que c'était l'œuvre de Danny. Il m'avait attiré dans cette ville où personne ne nous connaissait, avait engagé des voyous, puis avait disparu. J'ai reçu une bonne correction ce jour-là. J'ai passé la nuit dans la ruelle où j'avais été battu la veille. Je me suis réveillé avec la tête qui cognait et l'esprit vide. J'ai perdu la mémoire et, à partir de ce moment-là, je n'ai même plus su qui j'étais. Un groupe de vagabonds m'a recueilli et m'a appris à survivre. Ensemble, nous avons erré d'une ville à l'autre jusqu'à ce que nous nous installions ici. Je ne savais pas à quel point j'étais proche de mon ancienne vie. Pendant un temps, j'ai été un héros pour les habitants, puis je suis devenu invisible. Et aujourd'hui, je suis allé à l'épicerie pour prendre un thé et une pâtisserie, comme d'habitude le matin. Parfois, on me laisse manger sur place, en regardant la télévision. C'est ainsi que je découvre les nouvelles de la ville et du monde. Aujourd'hui, il y a eu un reportage sur la mort de Christina. Ils ont dit que la femme du millionnaire Curtis était morte d'une crise cardiaque dans les bureaux de l'entreprise. Notre entreprise, la mienne et celle de Danny. Ils ont montré la photo de Christina de près, et quelque chose s'est brisé dans ma tête. J'ai crié de douleur. Son visage a réveillé quelque chose en moi. Les souvenirs ont envahi mon esprit les uns après les autres. L'employé du magasin a pris peur lorsque j'ai éclaté en sanglots dans le magasin. Ma Christina bien-aimée était morte. Je n'arrivais pas à me faire à cette idée. Et puis j'ai senti au fond de moi qu'il fallait que j'aille à la morgue de la ville. Je devais le faire, c'était tout ce que je savais. Je ne sais pas comment l'expliquer. Appelez ça une prémonition si vous voulez, mais je ne me suis pas trompée. J'étais sûre qu'elle était là. Qu'elle était vivante. Que j'arriverais à temps. L'inspecteur Conley et tous ceux qui ont assisté au témoignage d'Andrew sont sous le choc. Il n'y avait aucun doute. Même au premier coup d'œil, il était clair que l'histoire avait été racontée par l'homme d'affaires disparu il y a 5 ans. C'était une histoire incroyable, voire fatidique. Et un jour, Andrew s'est non seulement souvenu de qui il était, mais il a aussi perdu sa femme. Puis il l'a sauvé de la mort aux mains de son perfide ami. Bientôt, toute la ville s'emballe pour cet incroyable incident. La police garde le silence, mais les journalistes ont vent de l'événement. Des articles paraissent sur la résurrection miraculeuse, le retour de l'homme d'affaires et la véritable identité de son ami. Lorsqu'Andrew arrive à l'hôpital pour parler à son bien-aimé, Daniel s'est déjà échappé. « Je ne resterai pas ici », marmonne-t-il dès que les policiers envahissent la morgue. Il lance un regard menaçant à Earl et Alex, entraînés dans cette affaire douteuse. « Si vous dévoilez notre affaire, vous le regretterez. » Ses amis, récemment sortis de prison, comprennent ce qu'il veut dire. Ils savent qui ils peuvent défier et qu'il vaut mieux ne pas contrarier. « Docteur, comment va-t-elle » Andrew ne se préoccupait que de l'état de Christina qui, après ce qui s'était passé, n'avait pas envie de parler à qui que ce soit. Elle a fait sa déposition à l'officier Evans et a demandé à ne pas être dérangée. Après la dose de médicaments administrés à la patiente, son corps s'est affaibli. Mais l'Avandript fera son travail.
L'état psychologique de la patiente pose également problème. En ce moment, son humeur est volatile, il faut donc s'attendre à des larmes ou à de l'hystérie. Après tout, vous êtes dans une situation difficile, comme je l'ai entendu dire, conseille le médecin à Andrew. Il est entré dans la pièce et s'est figé un instant. Les mêmes yeux clairs de sa désormais ex-femme le regardaient ouvertement. Christy. Ma chère, pardonnez-moi. Je ne savais même pas. Elle se détourne, incapable de croiser le regard de l'homme qu'elle a trahi. Je croyais que tu étais mort. Elle se couvre le visage de ses mains. Tu as disparu, et j'étais effondrée. Daniel était là. Il m'a aidé à surmonter le chagrin et à me remettre sur pied. Il était là quand je ne voyais personne d'autre. Je ne pense pas que tu me pardonneras après ça. Je ne me le pardonnerai pas. Qu'est-ce que tu racontes? Andrew s'est assis sur une chaise à côté du lit. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas à quel point il était fourbe et rusé. C'est un plan pour se débarrasser de nous deux. Tu es une victime au même titre que moi. Mais je l'ai épousé. Ce n'était même pas un an après ta disparition, et je me suis mariée. Si imprudemment. Christina sanglote, et Andrew se contente de la serrer dans ses bras. Nous essaierons. On va s'en sortir, si tu veux toujours être avec moi, bien sûr. La maison de l'ex-époux était entourée de journalistes et de caméramens lorsque Christina a été libérée. Ici non plus, Daniel ne s'est pas fait remarquer. Il n'a même pas suggéré à Christina de changer de lieu de résidence après la disparition de son premier mari. Daniel l'a simplement mis hors jeu, reprenant tout ce qui lui avait appartenu. L'entreprise que deux jeunes amis avaient ouverte dans le passé appartient désormais à Daniel et Christina. J'ai besoin de me remettre sur les rails. J'ai pris l'habitude de ne pas utiliser la technologie, prévient Andrew à sa bien-aimée. Je dois rattraper ce que j'ai manqué. Les spécialistes d'aujourd'hui comprennent notre domaine bien mieux que moi. Ne t'inquiète pas, nous nous débrouillerons. L'entreprise est toujours là. Tout fonctionne, rassure Christina. Tu sais, je suis tout à fait capable. Après le retour d'Andrew, elle s'est jetée à corps perdu dans le travail. En l'Y associant. Cela lui évitait des moments gênants avec son ex-mari dans la grande maison silencieuse. Les 5 dernières années les avaient tellement changés tous les deux que leur relation traversait une grave crise. Ils prenaient le petit déjeuner et le dîner ensemble, discutaient poliment, mais évitaient d'aborder les sujets sensibles. La police travaillait sans relâche sur cette affaire sensationnelle, mais Daniel semblait s'être volatilisé. Il était insaisissable, il s'était volatilisé sans laisser de traces. Lorsqu'il a été décidé de geler ses comptes afin de rendre plus difficile son départ le plus loin possible, voire dans un autre pays, il s'est avéré que Daniel avait prévu plusieurs options pour faire face à des situations imprévues et qu'il avait transféré tous ses fonds de son compte vers un compte offshore. Les autorités n'y ont pas eu accès, ce qui a rendu les recherches de Daniel beaucoup plus difficiles. Pendant ce temps, Christina et Andrew vivaient sous le même toit comme s'ils étaient des étrangers. Chacun avait son propre fardeau sur l'âme, mais ils ne se précipitaient pas pour le partager. Tous deux s'inquiètent du sort de Daniel. Ils rêvent du moment où il sera arrêté et où il devra répondre de tous ses crimes. Parfois, les anciens époux passaient des soirées ensemble, regardant des films, parlant de sujets lointains, évitant les questions personnelles. Ils avaient peur de ne pas pouvoir rattraper le temps perdu. J'ai du mal à croire que nous vivons comme des étrangers aujourd'hui, confie Christina un soir au cours d'un dîner. Il y a 5 ans, nous étions de jeunes mariés, nous faisions des projets. Et puis le destin a tout brisé pour nous. Pourrons-nous jamais retrouver cela? Pour la première fois depuis des semaines qu'il vit avec elle, Andrew ose lui prendre la main sans sa permission. Ma chère, rappelez-vous comment tout a commencé. Ne pouvons-nous pas recommencer? Est-ce que tout ce qui est en nous est mort? Quand j'étais un vagabond et que je ne me souvenais même pas de toi,
tu me manquais terriblement. Cela m'a fait beaucoup de mal d'être sans toi. Pas physiquement, mais la séparation d'avec toi m'a fait beaucoup de mal. Ce soir-là, ils ont passé la soirée assis ensemble, à s'embrasser. Andrew et Christina ne se sont pas précipités. Ils ne voulaient pas effrayer la confiance qui s'était rallumée entre eux. Les anciens époux se sont souvenus de leur première rencontre. À l'époque, tu venais d'obtenir ton diplôme universitaire. Tu étais si jeune, avec tes yeux brillants et ton diplôme rouge, se souvient Andrew avec admiration. Je me souviens même de ce que tu portais. Oui, personne ne voulait m'embaucher. Pendant mon stage, j'ai eu des résultats exceptionnels. Plusieurs entreprises m'ont recommandé, mais aucune n'a osé m'engager à temps plein. Je comptais alors sur vous. Vos exigences en tant que jeune entreprise ne devaient pas être trop élevées. Quand je vous ai vu, 2 jeunes entrepreneurs maigres. Qu'est-ce que tu veux dire par jeune? Andrew fait mine de s'offusquer. Oh, vous auriez dû vous voir à l'époque. Tellement pompeux, même si tu n'as que 2 ans de plus que moi. Je savais qu'il fallait que je remue mes cheveux et que je batte des cils devant toi. Et quand tu m'as vu en action. Christina a gloussé, comme elle l'avait fait lors de son premier rendez-vous avec Andrew. Je ne t'ai jamais sous-estimé, déclare-t-il. Bien sûr, tu m'as impressionné par ton physique, mais sans tes connaissances, l'entreprise n'aurait pas eu autant de succès. Du moins, pas aussi rapidement. Tu nous as beaucoup aidés, et tu mérites le poste de PDG que tu occupes aujourd'hui. Le retour d'Andrew dans son ancien domaine n'a pas été facile. Il est devenu un homme respecté, soigné, qui ne manque de rien. Mais il se rend compte du retard qu'il a pris par rapport aux spécialistes modernes. Sans céder à une fierté tenace, il a suivi des cours de commerce qui couvraient les dernières tendances du monde des affaires et des réseaux sociaux. Nous avons tout un département qui s'y consacre, explique Christina à Andrew avec satisfaction. 70% des achats se font en ligne et le nombre de clients a augmenté grâce aux services de livraison. Oui, tout a changé, acquiesce Andrew sans regret lorsque Christina lui fait visiter le bureau. C'est enviable de ne pas avoir été de toutes les nouvelles étapes. J'aurais aimé voir comment tu as grandi. Mais Andrew avait des raisons d'être déçu. Les employés qui ont travaillé dans l'entreprise sous la direction de Daniel et Christina n'ont pu qu'entendre parler de l'intelligence et de l'ingéniosité d'Andrew. Ils en ont appris davantage aux nouvelles lorsque l'ancien mari de leur patron, autrefois déclaré disparu, est miraculeusement revenu. Tout le monde s'attendait à des décisions incroyables, à de nouvelles idées révolutionnaires de sa part, mais ils ont été déçus. Andrew comprend que ce sont des gens d'une autre génération. Ils sont plus jeunes et n'ont aucun problème avec la technologie, lui dit Christina. Tu peux te mettre en colère autant que tu veux, mais tes cours ne servent à rien si tu refuses d'appliquer les connaissances dans la pratique. Nous avons abandonné depuis longtemps les vieilles méthodes. Il faut que tu l'acceptes. Je sais, reconnaît Andrew. Même le personnel subalterne me considère comme une vieille relique. J'essaie d'être quelqu'un sur qui les gens peuvent compter. Je veux gérer les choses avec sagesse, mais je dois m'y habituer. Mais il n'y a pas que la situation de l'entreprise qui dérange Andrew. Les résultats des analyses de sang de Christina, effectuées pour détecter la présence de poison, le rendent nerveux. Dès son retour, il soupçonne Christina de ne pas tout lui dire. Christy, je n'en peux plus. Je ne peux pas continuer à deviner ce qui se passe en toi. A-t-il déclaré sans ambages dans le bureau. Il avait hâte qu'il rentre à la maison. Christina pâlit. Il était clair qu'elle était prise au dépourvu. Ce que tu vas entendre risque de te faire dévier de ta route, prévient-elle en baissant le regard. Les résultats de mes analyses de sang ont montré que tu n'as pas été empoisonné. Vous n'avez pas été empoisonné, n'est-ce pas? Ils étaient propres? Andrew n'a pas pu se retenir et s'est immédiatement excusé. Non, ce n'est pas ça.
Eh bien, je suis enceinte. De Dany, bien sûr. Je ne savais pas comment t'en parler. Andrew s'arrêta un instant, soupira, puis reprit la parole. C'était ton mari. Vous vouliez fonder une famille. Je n'ai aucune raison de vous blâmer, et l'enfant, en aucun cas, n'est à blâmer, déclara Andrew avec assurance. Andrew ne voyait aucune raison de cacher une si bonne nouvelle. J'avais peur que cela te fasse fuir. Nous étions déjà très prudents l'un envers l'autre, et j'étais tellement fatigué de vivre dans une tension constante. Eh bien, nous n'avons pas besoin de cela. C'est néfaste pour le bébé. Andrew s'est assis sur le bureau de Christina et l'a prise dans ses bras. Je ne vais nulle part. Personne ne peut me forcer. Et ce petit est le nôtre, celui de personne d'autre. Il ne voudrait même pas d'un père comme Daniel. Christina ne peut retenir ses larmes. Elle avait gardé toutes ses angoisses à l'intérieur pendant si longtemps que le soulagement est venu rapidement. Andrew et eux allaient à nouveau former une famille. Ils allaient avoir un enfant, comme ils en avaient rêvé. Maintenant, il va falloir que je ravale ma fierté, dit Andrew en berçant Christina dans ses bras. Je ne te laisserai pas rester aussi longtemps au bureau. Tu te reposeras à la maison, tu mangeras des encas sains et tu travailleras à distance. Bien sûr, je ne t'enfermerai pas, mais tu en as trop fait. Les employés sont détendus. Je vois bien ta poigne maintenant. Christina rit, essuyant ses larmes. Toute la vérité était connue et elle n'avait plus peur d'être rejetée. Andrew est resté aussi sensible, attentif et attentionné. Nous aurons une famille. J'ai tellement voulu mon bébé, et maintenant il sera là. Merci de nous avoir acceptés. Au cours des mois suivants, Andrew a continué à surprendre Christina. Il a dompté son ego et a commencé à s'inspirer des expériences des nouveaux employés pour s'intégrer au travail. Bientôt, il devra assumer le rôle de chef d'entreprise, car Christina doit prendre soin de sa santé. Naturellement, elle demande le divorce et les anciens époux se remarient modestement à l'état civil. Depuis le retour d'Andrew, les journalistes les poursuivent sans relâche, aussi les jeunes mariés agissent-ils avec prudence. Ils cachent la grossesse de Christina et engagent des gardes du corps pour éloigner les journalistes qui se pressent autour de leur maison à la recherche de la prochaine sensation. Tôt ou tard, ils s'en apercevront et commenceront à parler du bébé, rassure Christina. Bientôt, je ne pourrai plus cacher mon ventre. Tu réagis trop vivement. Ils ont gagné leur pain et leur beurre de cette façon. Oh, je pense que je vais bientôt construire une clôture de 10 mètres autour de la maison. Andrew fit comme s'il n'avait rien entendu. Il était irrité par les autres qui se mêlaient de leur vie. De plus, il ne voulait pas que Daniel, où qu'il soit, découvre l'existence du bébé. Le seul rêve d'Andrew était de protéger sa famille des étrangers. Avec lui à ses côtés, Christina se sentait apaisée, elle faisait davantage confiance à Andrew. Entre eux, il y avait cette même tendresse qui les avait rendus fous il y a quelques années. « Tu es devenu trop tendu ?» disait-elle en massant les épaules de son mari. « Je n'arrive pas à imaginer comment tu fais face à la situation. Tu as beaucoup changé et cela me rend heureuse. » Andrew accepte avec fierté les éloges de sa femme. En plaçant le bien-être de sa famille au premier plan, il a trouvé la force de gérer l'entreprise. En l'espace de 3 mois, il a dû absorber beaucoup d'informations nouvelles, trouver une approche pour l'équipe et reprendre certaines des responsabilités de Christina. Désormais, elle se rend beaucoup moins souvent au bureau, mais organise des conférences avec les employés par liaison vidéo. Et bientôt, Andrew a dû faire face à un mécontentement généralisé de la part de ses subordonnés. « Monsieur Floyd, les choses vont vraiment mal. Les plaintes concernant la baisse des salaires augmentent de jour en jour. Je sais que la situation est difficile. Monsieur Curtis nous a laissé tomber. Le financement a été réduit de manière drastique. Mais les employés n'ont pas reçu leur salaire intégral depuis des mois.
Nos positions sur le marché ont chuté, tout le monde travaille dur pour remonter, et ils ne sont pas récompensés pour cela. Oui, je l'admets, j'ai préféré ne pas remarquer nos vraies perspectives pendant longtemps, a-t-il convenu avec son adjoint. C'est pourquoi, Monsieur Miller, nous devons réduire nos effectifs. Je ne peux pas me permettre d'avoir un tel personnel en ce moment. Approuvez les demandes de ceux qui veulent partir. Nous travaillerons avec ceux qui sont dévoués à la cause, et je veillerai à ce qu'ils aient un revenu décent. Ce sera plus juste ainsi. Christina fait de son mieux pour soutenir son mari. Elle espère que la police finira par retrouver Daniel et par lui demander des comptes. Après tout, il s'était enfui avec de l'argent qui ne lui appartenait pas en propre. Mais les mois passent sans que les forces de l'ordre ne donnent de nouvelles rassurantes. Andrew rentrait à la maison de plus en plus épuisé et irritable. Seuls les coups de pied de leur fils en développement dans le ventre de Christina parvenaient à le calmer. Elle, en revanche, était infatigable. Elle ne voulait pas quitter son travail et restait souvent debout tard avec son ordinateur portable pendant que son mari rentrait du travail et la réprimandait. « Chérie, mais bientôt le bébé sera là, et tu ne pourras plus t'arracher à l'écran comme ça. » Oh, voyons. Après tout, je suis encore une femme d'affaires. C'est comme si Andrew avait prédit l'arrivée du petit Oli. Le bébé a décidé qu'il voulait naître le soir même. Christina sentit le lit sous elle devenir humide. Andy. Elle panique et secoue son mari. Andrew, réveille-toi. Je crois que ça commence. Une ambulance a transporté Christina, très agitée, à la maternité, et Andrew était si inquiet qu'il avait peur de conduire lui-même. La pensée de l'agonie qui attend sa femme le déstabilise. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Il presse l'ambulancier de charger sa femme sur la civière. Andy, arrête de t'inquiéter. Ils savent ce qu'ils font. Andrew arpente le couloir de la maternité. Il ne comprenait pas pourquoi Christina était beaucoup plus calme que lui. Il était terrifiant d'imaginer ce qu'elle vivait réellement. Elle s'était probablement préparée à l'accouchement. Après tout, elle disait souvent qu'elle voulait se débarrasser du poids de son ventre. Épuisée, Christina s'est endormie d'un sommeil bienheureux lorsque le petit Oli a été déplacé dans une pièce séparée où se trouvaient tous les bébés. Le matin, au moment de nourrir son fils, un nouveau coup dur attend la jeune maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça, Oli n'est pas là? Elle ne comprend pas tout de suite et demande des réponses au personnel médical. Vous êtes en train de dire que vous avez perdu mon bébé? Vous avez perdu la tête? C'est impossible. Andrew s'est précipité à la maternité dès qu'il a reçu l'appel bouleversant de sa femme. La police est également arrivée rapidement. Les médecins et les sages-femmes se pressent dans le service, mais ne parviennent pas à retrouver le bébé perdu dans la nature. Iris, qui travaillait ici la nuit, a donc disparu? L'inspecteur clarifie calmement la situation en interrogeant l'ensemble du personnel. Trouvez-le immédiatement. Christina hurle à qui veut l'entendre. Elle ne s'est pas effondrée en larmes, succombant au désespoir. Au contraire, elle a terrorisé toute la maternité, exigeant que tout le monde reste tranquille. Je vous poursuivrai tous en justice. Jusqu'au dernier d'entre vous. Chérie, tu dois te calmer. Tu es encore trop faible. Andrew tente de la faire s'allonger, mais elle refuse de coopérer. Il a utilisé toutes ses relations pour mobiliser les forces nécessaires à la recherche du nouveau-né. Iris n'est pas chez elle. Les voisins disent qu'ils ne l'ont pas vue le matin et qu'ils n'ont pas entendu de bébé pleurer. Derek en parle à sa compagne. Elle a un cottage à Shindal, hérité de son grand-père. Le saviez-vous? Hélène, la remplaçante d'Iris, appelée à remplacer sa collègue en fuite, répond. Partons immédiatement, dit Henry à Derek d'un signe de tête. Nous trouverons l'adresse en chemin. Nous devons nous renseigner sur ses proches, sur les personnes qu'elle a rencontrées.
Peut-être qu'elle a eu des ennuis et qu'elle a volé le bébé sans penser aux conséquences. Oui, ou peut-être qu'elle l'avait prévu depuis le début, fit remarquer l'agent Evans d'un ton sombre. Ce qui ne réconforta guère Andrew et Christina. Iris n'a pas entendu les 2 voitures de police s'arrêter devant sa maison en bois. Elle était trop épuisée par les pleurs incessants d'Ollie qui refusait de boire le lait maternisé alors qu'il avait terriblement faim. Chut, chut. Nous devons être patients encore un peu. Iris le berce sur ses bras fatigués. Il viendra bientôt te chercher. Tu n'as pas été abandonné. N'aie pas peur. Iris Vlasova sortait immédiatement de la maison avec le bébé. Une voix masculine sévère retentit dans le mégaphone. Iris savait qu'elle n'avait aucun moyen de sortir et que son complice ne s'était pas encore montré. Comment a-t-elle pu lui faire autant confiance? Iris, je le répète, sortez tout de suite avec le bébé pour vous faciliter la tâche. La voix de l'agent Evans la presse. Les persuasions ont fonctionné. Iris enveloppa Ollie dans une petite couverture et ouvrit la porte d'entrée, tendant une main vers l'avant. Je ne suis pas armée, crie-t-elle. L'un des agents s'est immédiatement approché d'Iris et lui a pris Ollie. Je ne lui ai rien fait. Je n'en avais pas l'intention. Elle insiste en pleurant, tandis qu'on lui fait mettre les mains dans le dos pour lui passer les menottes. Après s'être calmée, Iris a tout déballé au poste de police, sans cacher un seul détail. Daniel Curtis, c'est mon amant. Nous sommes ensemble depuis plus d'1 an. Je savais qu'il était marié, mais il m'a dit que la passion entre eux s'était éteinte depuis longtemps, qu'ils vivaient comme des étrangers, raconte Iris en reniflant. Aviez-vous l'intention d'enlever le bébé pour l'élever ensemble? Oui. Non. Je ne sais pas. Danny est devenu fou lorsqu'il a appris que Christina était enceinte. Même si elle s'est réconciliée avec son ex-mari, Danny a tout calculé. Le bébé était bien le sien. Il a beaucoup de connaissances en ville ou de débiteurs. Il a su quand la grossesse de Christina a été confirmée. Il n'a jamais voulu d'enfant. Du moins il n'en a jamais parlé avec moi. Je pensais qu'il était trop tôt pour fonder une famille, alors je n'ai pas demandé. Et Danny m'a toujours semblé si libre d'esprit. J'ai même été surprise qu'il soit si obsédé par l'idée de prendre le bébé pour lui. Je ne pouvais pas refuser de l'aider, il a toujours su me convaincre. Avoue Iris, honteuse d'elle-même. Tu sais, il fait partie de ces hommes qui savent choisir les bons mots pour obtenir ce qu'ils veulent. Ça m'est toujours arrivé, et maintenant ça va me servir de leçon. Suis-je passible d'une peine de prison? Si vous nous dites où il se trouve exactement, vous aurez peut-être une peine avec sursis. Derek regarde attentivement Iris. Moi, je ne sais pas où il a disparu. Croyez-moi, je ne le couvre pas. Danny fait toujours ce qu'il veut et n'a de compte à rendre à personne. Il a ses propres affaires, peut-être même illégales. Et il m'a toujours dit qu'il valait mieux ne pas s'en mêler. Christina était prête à étrangler Iris de ses propres mains pour avoir mis leur fils en danger. Quand vous aurez retrouvé cette ordure, il paiera pour tout. Elle le dit à Henry, qui lui rend son enfant et lui explique le rôle de la sage-femme dans l'affaire. Il ne s'en sortira pas, vous pouvez en être sûr. Pour tentative de double meurtre, détournement de fonds à grande échelle, fraude fiscale diverse et enlèvement d'enfants. Il sera enfermé à vie pour tout cela. Merci, dit Andrew en serrant la main du policier. Et s'il vous plaît, retrouvez-le dès que possible. Nous voulons savoir que notre fils est en sécurité. Et je m'inquiète aussi pour ma femme. Malgré les efforts de la police, la surveillance de la maison rurale d'Iris n'a rien donné. Daniel a probablement vu la voiture de police et l'agitation qui régnait dans le village. Il n'a donc pas pris la peine de s'approcher de l'endroit où il espérait retrouver son fils enlevé. Mais Christina et Andrew ont reçu de bonnes nouvelles. Nous avons réussi à localiser le compte de Daniel, leur a dit l'agent Evans. Il a été gelé,
de sorte qu'il ne pourra pas l'utiliser, même s'il essaie de le faire. Et nous savons qu'il est dans notre région et que le manque d'argent l'empêchera de se cacher et de se déplacer librement. Merci. Tenez-nous au courant, répond Christina. Elle se sentait plus à l'aise en sachant que leur sécurité personnelle et les patrouilles de police veillaient sur leur maison. Quand aurons-nous une vie paisible? Soupire Christina. Mon petit. Elle se préoccupe de son fils. Je ne laisserai rien te faire du mal. Nous ne le laisserons pas faire. Andrew touche le petit nez d'Ollie avec son doigt et embrasse sa femme. Quoi qu'il arrive, nous devons continuer à vivre et à élever notre miracle. Andrew a continué à aller au bureau tous les jours, mais il appelait souvent chez lui et demandait à Christina de lui montrer leur fils. Félicitations, ont crié ses collègues restés au cabinet. Que votre petit grandisse en bonne santé et apporte de la joie à ses parents. Et ceci est pour votre famille de notre part. Lily, qui s'occupait de la propreté du bureau, a tendu au directeur un panier contenant divers pots et crèmes pour le bébé. Merci beaucoup, mes amis. C'est nouveau pour nous, alors ne vous étonnez pas si je reviens encore plus épuisé qu'avant. Les collègues se dispersèrent et Andrew passa quelques coups de fil pour organiser un petit banquet à l'heure du déjeuner afin de régaler ses subordonnés en l'honneur de la naissance d'Ollie. Mais quelques jours plus tard, l'irréparable se produit. Andrew était sûr d'être l'un des derniers à quitter le bureau. Il aperçut Lily en sortant, qui finissait de nettoyer les dernières pièces. À demain, Monsieur Floyd, dit-elle en souriant. Il ne prit pas la peine de régler l'alarme du bureau. Il savait que la femme de ménage s'en occuperait dès qu'elle aurait terminé. Il n'avait quitté le travail que depuis quelques minutes lorsqu'il reçut un signal d'incendie. Ce n'est pas possible, s'est-il exclamé, et il a appelé les pompiers. Il fut le premier à arriver au bâtiment de l'entreprise et se précipita à l'intérieur. Andrew était certain que Lily n'était pas encore partie et que le bâtiment était déjà en flammes. Lily, cria-t-il. Lily, réponds. Nous devons partir d'urgence. Tout est en feu ici. Lily, où es-tu? Mais la jeune fille ne répond pas. Elle avait perdu connaissance parce qu'elle se trouvait trop près de la buanderie où le feu s'était déclaré. Andrew n'a pas pris la peine d'essayer d'éteindre le feu. Bien que l'idée de perdre sa vie dans l'incendie l'ait hanté, l'empêchant d'avoir les idées claires, Lily a été sauvée. Sauvée au prix de brûlures sur le visage d'Andrew. Il n'a pas ressenti la douleur à cause du choc, mais lorsque Christina est arrivée sur les lieux de l'incendie, elle a crié en voyant sa joue fondue. Andrew a également subi des brûlures sur le corps, mais au moins elles ont pu être cachées sous des vêtements. Après avoir été hospitalisé et être sorti de l'hôpital, Andrew a sombré dans le désespoir. Il ne supportait pas de regarder son visage défiguré et ne voulait pas se montrer à son fils. Il ne devrait pas me voir dans cet état. Je lui fais peur. Il a reculé devant Ali lorsque Christina a essayé de lui donner le bébé. Chérie, ne dis pas ça. Il sent que tu es son père et il a besoin de toi. S'il te plaît, ne le repousse pas. Mais il est difficile de discuter avec Andrew. Ayant perdu le bureau dans l'incendie, il ne savait plus quoi faire. Sa vie s'écroule une fois de plus. Il a raté l'occasion de sa vie, alors que tout commençait à se remettre en place. Nous allons réessayer. Le rassure Christina en lui caressant les cheveux. Nous sommes tous les deux des experts. Oui, mais nous n'avons pas d'argent. On ne peut pas dépenser toutes nos économies en repartant de zéro. Nous avons un enfant. Nous ne devons pas compromettre son avenir. Nous devons penser rationnellement et vivre selon nos moyens. Andrew devait porter un masque pour apparaître en public. Son apparence suscitait une curiosité malsaine chez les badauds et certains criaient ou se détournaient avec une expression de dégoût sur le visage. Andrew a réussi à obtenir un emploi dans les bureaux d'une grande entreprise et a passé plusieurs mois à travailler assidûment pour prouver son professionnalisme. Aujourd'hui,
il est un employé ordinaire, et non plus un cadre. Avec Christina, ils aimaient passer du temps avec leur fils, essayant de lui consacrer chaque minute libre. Mais la mère d'Ali n'est pas restée longtemps à la maison. Après l'avoir envoyée à la garderie, elle a également trouvé un emploi. Andrew n'a plus négligé son enfant et a fini par accepter son apparence. Ali adorait ses parents et gravitait toujours autour d'eux. Le petit garçon de 3 ans était curieux et se faisait facilement des amis à la crèche. Lily nous a invités, a expliqué Christina à son mari. Après qu'Andrew a sauvé son ancienne collègue, elle est constamment venue les voir avec des mots de gratitude. Parfois, elle gardait Ali lorsque ses 2 parents étaient occupés par leur travail. Je suis contente qu'elle ait rencontré un homme bien et qu'elle soit maintenant mère à son tour. Oui, vous êtes devenus de grands amis. Andrew sourit avec satisfaction. Tu la traites comme une jeune sœur. En fait, nous sommes presque une famille maintenant. De tels événements rapprochent les gens. Les années passèrent. À chaque anniversaire d'Ali, Andrew et Christina s'émerveillaient de la vitesse à laquelle le temps passait. Tu es déjà à l'école. Christina a pleuré après le premier jour de son fils. En s'accroupissant devant lui. Tu as grandi si vite. Maman, ne pleure pas. Ali essuie ses larmes avec ses paumes chaudes. Nous devrions être heureux. Je vais bientôt grandir, commencer à gagner beaucoup d'argent pour payer l'opération de papa. Il est gêné par ses cicatrices. Oh, mon garçon observateur. Sa mère le prend dans ses bras. Malheureusement, le gentil Ali devint la cible de brimades à l'école. Les autres enfants ont vu Andrew, qui marchait toujours la tête baissée dans la rue, couvrant ses cicatrices avec son manteau ou sa veste. Ton père est moche. Ton père est moche. Les brutes se moquent d'Ali. Mes parents l'appellent Quasimodo. Un autre enfant gâté rit. Ne l'appelle pas comme ça. Mon père n'est pas effrayant. Ali défend son père, retenant difficilement ses larmes de douleur, mais sa détresse ne fait qu'attiser les petits fauteurs de troubles. Je vais aller à l'école et faire en sorte que tous les parents aient honte de la façon dont ils ont élevé leurs enfants. S'emporte Andrew en apprenant que son fils est à nouveau l'objet de moqueries à cause de ses cicatrices. Ils n'ont pas honte, hein? Ils ne savent pas la douleur qu'ils lui causent? Il faut qu'on y aille ensemble, propose Christina. Si ni l'adjoint ni le professeur principal ne font quoi que ce soit, nous trouverons d'autres moyens. J'en ai assez de voir notre fils en larmes tout le temps. C'est à cause de moi, dit Andrew, assis sur le canapé, en se tenant la tête. Il se reprochait les brimades d'Ali à l'école. Ne t'avise pas de penser comme ça, déclare Christina. Nous devons réunir tous les parents avec leurs enfants pour leur expliquer d'où viennent vos cicatrices. Qu'ils sachent que le père d'Ali est un héros, qu'il a sacrifié ses affaires, sa santé et son apparence pour sauver la vie d'une autre personne. Eh bien, qui parmi eux ferait cela? Je pense qu'il y en a très peu. Ne faites pas de moi un héros. Objecte aussitôt Andrew. Les brûlures qu'il a reçues l'ont rendu encore plus modeste. La plupart du temps, il voulait être la personne la plus discrète de la société, mais Christina savait que son mari était noble, honnête et décent. Pourquoi toi et Ali devriez-vous souffrir à cause de ces ignorants? Non, je ne leur permettrai pas de se moquer de toi ou de lui. Christina insiste et, devant toute la classe, elle réprimande les brutes qui se moquent de sa famille. Cependant, l'effet de son discours enflammé est de courte durée. Désormais, les fauteurs de troubles évitent de taquiner Ali dans l'enceinte de l'école, mais le harcèlent dans le bus qui le ramène à la maison. Et, le fils de Quasimodo? Morty, qui était assis 2 sièges plus loin, dit bruyamment à Ali. Toi, le moche, je te parle. Laisse-moi tranquille, répond-il avec colère. Ouais, il se cache derrière les jupes de sa mère, et son père n'est même pas venu à l'école, dit une autre brute, et ils rient tous les deux. Ali resta assis, brûlant de honte.
Il savait que les passagers adultes pouvaient tout entendre, mais personne n'a eu l'idée de prendre sa défense. Au prochain arrêt, lorsque la plupart des gens sont descendus, Morty et Arthur se sont rapprochés d'Ali et ont commencé à lui donner des coups d'épaule. « Alors, où est ton héros de père ? Pourquoi il ne te défend pas, hein ?» Le chauffeur, qui pouvait maintenant entendre les conversations taquines des élèves de première année, ne put tolérer leur insolence et entra dans la cabine à l'arrêt suivant. « Qu'est-ce qui se passe, les enfants ? Dois-je vous mettre à la porte pendant que le bus roule ? » Sa voix était menaçante, et les brutes d'Ali se sont immédiatement tues. « Comment osez-vous menacer les enfants des autres ? » Un passager âgé prend la parole. « Vous feriez mieux de demander pourquoi leurs parents ne les élèvent pas correctement. Peu enclin à écouter des leçons de morale ? » Arthur et Morty s'éclipsent dans la rue. Ali poussa un soupir de soulagement. « Tout va bien ? » lui demanda le chauffeur. « Oui, tout va bien, » répondit Ali à voix basse. « Merci beaucoup. Ils s'en prennent toujours à moi. »« Asseyez-vous sur le siège avant, parlons, » dit l'homme d'un signe de la main, retournant à sa place. « Quel est votre nom ? » « Je suis Ali Curtis, » répond-il sans réfléchir. « Curtis ? Comment s'appelle ta mère ? » La voix du chauffeur a changé. « Christina. Tu la connais ou quoi ? » Ali n'a pas remarqué que le chauffeur de bus s'est tu, essayant de réprimer des larmes involontaires. Après tout, il ne connaissait pas seulement la mère d'Ali, il était son père biologique. Daniel vivait une vie ordinaire depuis plusieurs années, non pas parce que tous ses biens avaient été gelés par la police. La raison était différente, la naissance de son fils l'avait changé. Il savait qu'Andrew serait un meilleur père pour le garçon qu'il ne pourrait jamais l'être. Et son dernier acte de vengeance a été l'entreprise que lui et ses anciens amis avaient ouverte ensemble il y a de nombreuses années. À ce moment-là, en apprenant qu'il avait presque pris la vie d'Andrew et de Lily de ses propres mains, Daniel a réalisé à quel point il était tombé bas. Il avait peur de lui-même. Maintenant, il était le père de quelqu'un, fourbe, vengeur, égoïste. Une telle personne pouvait-elle être responsable de quelqu'un, être un exemple à suivre ? Daniel est choqué par la rencontre avec son fils. Après tout, il voulait couler par le fond et ne plus jamais être revu. Laisser Ali grandir avec des parents aimants qui lui donneraient une bonne éducation. Mais Danny se rendit compte qu'il avait déjà vu Ali auparavant, que le garçon revenait toujours à la maison par ce chemin. Le garçon lui demanda, « Ça va, fiston ?» Lorsque son tour est venu de descendre, il a tapoté les cartes sur la machine et a regardé attentivement l'adulte. « Oui, mon garçon, ne t'inquiète pas. J'ai des allergies. C'est tout. Va-t'en, prends soin de toi. » Daniel ose une petite tape sur la tête de son fils. À ce moment-là, il ressentit une tendresse sans précédent. Ali sortit du bus avec le sourire, laissant Daniel complètement perdu. Les brutes n'embêtaient plus Ali dans le bus, elles le taquinaient même moins à l'école, choisissant une nouvelle cible inoffensive pour leurs brimades incessantes. Ali rentrait maintenant de l'école avec le moral au beau fixe. Il aimait beaucoup le chauffeur, avec qui il s'était lié d'amitié. Dès qu'il est entré dans le bus, le garçon s'est placé à côté de Daniel et ils ont discuté tranquillement. « Tes dessins sont très beaux, tu mérites de gagner le concours. » Il félicite son fils. « Moi aussi, j'aimais dessiner quand j'étais enfant. Cela fait longtemps que je n'ai pas essayé. » C'est très amusant, acquiesce Ali en souriant. « L'année prochaine, je commencerai aussi à nager. » L'amitié entre Ali et Daniel s'est développée d'elle-même. Le père chérissait chaque seconde passée avec son fils et se réjouissait que plus personne ne se moque de lui. Ali se plaint auprès de lui des brimades qu'il subit. « Maman dit que c'est moche, » confie Ali. « Mon père a sorti une personne du feu, tu imagines ? Il n'a pas attendu les pompiers, il est allé lui-même dans les flammes. C'est pour cela qu'il a des cicatrices. »
Daniel souffrait d'entendre qu'Ali et sa famille avaient souffert à cause de son acte terrible. Il avait souvent envie de se confesser à son fils. Lui dire qu'il avait gâché la vie de son père et de sa mère pendant de nombreuses années. Mais il ne pouvait pas imposer un tel fardeau à son enfant. S'il avouait, Ali le détesterait et il ne se reverrait plus jamais. Alors, tu t'es lié d'amitié avec le chauffeur de bus, demande Christina à son fils. Oui, il est très gentil. Il a fait taire Arthur et Morty. Se réjouit Ali. Je vais te le montrer tout de suite. Il tendit la main vers la galerie de son téléphone. J'ai pris une vidéo de lui en train de conduire le bus. Christina sursaute et manque de faire tomber le téléphone de son fils. Elle voyait clairement son ex-mari. La panique s'empare d'elle. Daniel s'est approché d'Ali. Dieu sait ce qu'il préparait. Oh mon Dieu, mon fils. Elle s'est exclamée. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Andrew jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et se figea. Ali, c'est ton ami? Oui, répond le fil avec prudence. Il ne comprenait pas pourquoi papa et maman étaient si tendus. Nous allons à la police, tout de suite, chuchote Christina à son mari. Je ne veux pas qu'il soit là. Il prépare quelque chose, c'est sûr, acquiesce Andrew, très agité. La police a agi rapidement et a arrêté Daniel le soir même. Sa rencontre avec Andrew et Christina s'est déroulée dans le couloir du commissariat. Oubliez Ali. Tu ne le reverras plus jamais, espèce d'ordure. Andrew l'attrape par la veste et le secoue. J'avoue tout, tout. Laissez-nous communiquer, plaide Daniel. Les époux échangent un regard. Leur ennemi commun avait visiblement changé. Son apparence seule témoignait des crimes odieux qu'il avait commis. Ali est la seule bonne chose qui me reste. Je suis heureuse qu'il soit à moi. Seulement s'il veut avoir quelque chose à faire avec toi, dit Christina avec fermeté. Bien qu'elles détestent Daniel de tout leur cœur, elles n'ont pas l'intention de mentir à Ali, qui s'est déjà attaché à son père biologique. Le procès de Daniel a eu lieu plusieurs mois plus tard et son avocat a dû travailler dur pour essayer de construire une stratégie de défense pour de multiples crimes violents. Ali a insisté pour être dans la salle d'audience avec ses parents. Es-tu sûr de toi? S'inquiète Christina. Andrew et elle s'étaient mis d'accord pour ne pas monter leur fils contre Danny. Après tout, il passerait au moins 20 ans derrière les barreaux. Oui, maman. L'oncle Danny va être accusé, mais il doit avoir au moins un membre de sa famille. Comme prévu, Daniel a été condamné à 17 ans de prison. Andrew estime que la peine est trop courte pour couvrir les atrocités calculées qu'il a commises. Ali a pleuré lorsque Daniel l'a regardé après l'annonce du verdict. Il a salué son fils, mais n'a pas pu afficher un sourire insouciant. N'aie pas peur, mon fils, dit Christina en le serrant contre elle et en lui caressant la joue. Tu peux lui écrire des lettres. Peut-être que tu le verras quand tu seras plus grand, lui chuchote Andrew. Les époux savaient qu'Ali ne pouvait pas faire la différence entre les bonnes et les mauvaises actions, et ils ne voulaient pas lui faire honte parce qu'il voulait rester en contact avec son père biologique. Après le procès, le compte de Daniel a été débloqué et l'argent qui appartenait à Andrew et Christina a été restitué à la famille. Ils sont redevenus propriétaires de leurs revenus. Enfin, nous pouvons payer ton opération. Christina s'est jetée sur son mari et l'a embrassé. Mon Dieu, est-ce que je ne vais vraiment plus sentir ses regards? Andrew soupire, ne croyant toujours pas à sa chance. Il a fallu plusieurs opérations pour que son visage et son corps redeviennent comme avant. Enfin, presque. Vous semblez être une personne différente, observe Christina avec curiosité. Vous avez un nouveau mari maintenant. Il rit et la prend dans ses bras. Papa, je t'aime quoi qu'il arrive, ajoute Ali, qui se joint à l'étreinte de ses parents. Cela n'a pas d'importance pour moi. Après avoir abandonné le monde des affaires pendant près de 8 ans,
les époux Curtis ont réalisé qu'ils ne pourraient pas rattraper ce qu'ils avaient manqué et ont décidé d'investir leur argent dans une nouvelle entreprise. Ils voulaient profiter de la gestion d'une entreprise sans poursuivre d'objectifs particuliers. Christy, que dirais-tu de te lancer dans la fabrication de meubles? Mon père fabriquait tout de ses propres mains. Je l'aidais beaucoup dans l'atelier et j'étais assez douée. Avant de commencer avec Daniel, j'ai même travaillé dans une fabrique de meubles et j'ai appris une ou deux choses. Ensuite, nous pourrions peut-être lancer notre propre production. Nous pourrions fabriquer des meubles exclusifs sur mesure. C'est une idée intéressante, acquiesce Christina. Il faut juste que nous fassions des recherches plus approfondies et que nous essayions. Comme nous n'avons encore investi nulle part, nous pouvons explorer différentes options et prendre une décision. Les époux ont décidé de se concentrer sur la production de meubles. Ils ont loué un local, acheté du matériel, appris par eux-mêmes et engagé des artisans expérimentés. Les médias sociaux ont fait leur travail et Christina et Andrew ont bientôt commencé à recevoir des commandes de leurs premiers clients. Les commentaires sur leur entreprise en pleine croissance étaient positifs, et les commandes sont devenues régulières. J'ai trouvé plusieurs moyens d'attirer les clients. Jetez un coup d'œil quand vous aurez un moment, dit Christina en tendant une liste à son mari. Elle ne participait pas souvent au processus de fabrication des meubles. Elle se concentrait plutôt sur la gestion des médias sociaux ou sur la peinture des produits. Tu as choisi le plus facile, a dit Andrew en taquinant sa femme, ce à quoi Christina a répondu en tirant la langue, pinceau à la main. Après 1 an et demi de travail acharné dans l'atelier, les époux pouvaient fièrement dire qu'ils avaient fait de leur mieux. Ils avaient constitué une équipe de professionnels qui traitaient quotidiennement de nombreuses commandes à la satisfaction de leurs clients. Je crois que nous méritons des vacances, annonce Christina un soir, en s'effondrant sur le canapé du salon après une longue journée. Moi aussi, s'écrie Holly en s'installant à côté de sa mère. J'ai terminé l'année avec tous les A. Eh bien? Il faut que j'emmène mes parents qui travaillent dur au bord de la mer, dit Andrew en riant. Je n'ai rien fait moi-même. La famille est partie en vacances avec la famille de Lily. Ils ont séjourné dans des chambres luxueuses et ont passé des soirées à se prélasser sur la plage dans l'eau fraîche de la mer, à faire des excursions, à essayer des sports nautiques et même à faire de la plongée sous-marine. Walter est incroyable, il est si talentueux et si travailleur. Christina sourit à son amie. Oui, je me suis bien mariée, dit Lily en riant. J'avais l'habitude de passer la serpillière au bureau, et maintenant je peux me permettre de me détendre dans un tel centre de villégiature. La semaine de vacances dont ont profité les deux familles leur a permis de se ressourcer et leur a réservé quelques surprises. Christina s'est sentie mal dans l'atelier lorsque l'un des artisans réchauffait le déjeuner au micro-ondes. Oh mon Dieu, quelle odeur épouvantable! Elle s'est couvert la bouche avec ses mains, réalisant qu'elle était sur le point d'être malade. Christina, ça va? Lui demande Stella, l'artisan qui l'attend à la sortie des toilettes. Je ne sais pas quoi dire, dit Christina et elle se précipite dans sa cabine. Elle est revenue quelques minutes plus tard et a déclaré, « Je me souviens du début de ma première grossesse. J'ai l'impression que c'est la même chose aujourd'hui. » Eh bien, félicitations. Stella rayonne et la serre prudemment dans ses bras. Merci, mais je dois m'en assurer. S'il te plaît, ne dis rien à personne. Je veux qu'Andrew le découvre en premier. Enfin, presque en premier. Christina, dit doucement son mari en entendant la nouvelle. Il la regarde avec joie. Tu es formidable. Il s'est penché sur son ventre et l'a embrassée à travers son t-shirt. Andrew, j'ai presque 40 ans. Tu crois qu'on va y arriver? Demande Christina avec crainte. Nous allons certainement y arriver, ma chère. Sans aucun doute. Il serre doucement sa femme dans ses bras. Se sentant la personne la plus chanceuse du monde.